Courrier du Canada, édition du 26 mai 1884. Un accident de drave tragique survient sur la rivière Montmorency. Un jeune homme du nom de Ryan descend un radeau de billot pour M. Vachon quand un des billots se détache du train de bois pour décrire un cercle rapide et venir frapper le malheureux en pleine poitrine. Le jeune homme, de 19 ans, tombe à l'eau, il est repêché, mais meurt durant la nuit chez ses parents. À la fin du 19e siècle, les métiers dangereux sont nombreux. La drave voit périr plusieurs travailleurs et les conditions de travail dans les 11 moulins à scie de Sainte-Brigitte-de-Laval sont tout aussi difficiles. Dans les chantiers qui appartiennent à Hall et à Price, les ouvriers gagnent de 40 à 50 sous par jour et ils y travaillent de septembre à mars. Plusieurs quarts de travail ont lieu la nuit, car les chemins gèlent et les chevaux ne calent pas. Les ouvriers se nourrissent surtout de lard salé, de fèves, de soupe aux pois et de pain. C'est dans l'état là où je suis, dans la nuit je m'engage. Bien éloigné de tes parents, de ton père et de ta mère. Parmi les moyens de subsistance, la chasse permet aux chasseurs de vendre les peaux à Québec. On capture le petit gibier à l'aide de pièges faits de bois ou de fils de cuivre. Quant aux caribous et à l'orignal, on les chasse au fusil dans le but de se nourrir. Le caribou fournit aussi des éléments pour fabriquer des bottes et des raquettes. Au fil des ans, les fusils à pierre et les fusils à cape sont devenus des fusils à cartouches et des carabines qui peuvent tirer jusqu'à 200 verges. Malheureusement, le braconnage fait déjà les manchettes en 1887. Le Courrier du Canada rapporte qu'un homme de Sainte-Brigitte-de-Laval est accusé d'avoir tué 18 caribous, alors qu'il avait un permis pour en chasser seulement 5. Il est intercepté par le garde-chasse O'Sullivan et les autorités, conscientes de l'impact sur la faune, le condamnent à payer une amende de 50 $ ou à faire 3 mois de prison. L'histoire ne dit pas quelle option il a choisie. Dans la région, on ne chasse pas que le caribou et l'orignal. On chasse aussi l'ours. On le traque surtout pour éviter qu'il ne s'en prenne au bétail et aux récoltes. À l'été 1895, une maman ours, accompagnée de ses oursons, rôde autour du troupeau de moutons de Martin Howe. Le fermier et un de ses amis pourchassent la bande et réussissent à abattre la mère. Les deux hommes suivent les traces des oursons jusqu'à l'orée de la forêt, mais rebroussent chemin car la nuit tombe. Plus tard, ils vendent la peau de l'ours à G.R. Renfrew & Company, importateur et exportateur de fourrure. Nous sommes à la fin des années 1800. Progressivement, le travail dans le bois amène plusieurs familles irlandaises à travailler dans l'Ouest américain et canadien ou à s'établir en Nouvelle-Angleterre, suivant ainsi la migration massive des Québécois vers les usines de coton et de pâte à papier, comme la Brown au New Hampshire. C'est un article dans la presse, publié en 1908 à la suite d'un accident, qui nous fait connaître l'existence d'une activité très marginale, la chasse à courre. Introduite au Québec par les Anglais et les Écossais, la chasse à courre consiste à poursuivre un animal sauvage avec une meute de chiens guidés par un équipage à pied ou à cheval. On utilise la trompe de chasse pour communiquer sur le terrain. La chasse à courre est très prisée par les nobles et les bourgeois de Québec qui viennent pratiquer ce sport d'exception chez nous. Les constructions se multiplient à Sainte-Brigitte-de-Laval. Une des rares maisons en pierre du village est construite. Cette résidence de style Second Empire se distingue par sa toiture mansardée à 2 versants, ses lucarnes à pignon et sa grande galerie.
On peut toujours la voir aujourd'hui, au 245 avenue Sainte-Brigitte. En 1928, une deuxième école de rang est construite à environ 5 km du village, dans le secteur du hameau La Branche. Située au 2 rue Saint-Louis, elle se distingue par son toit de tôle, son parement en bardeau, son retour d'avant-toit et ses lucarnes à pignon. 2 enseignantes doivent y habiter pour s'assurer de chauffer le poêle en permanence. L'hiver, pendant la classe, on peut entendre le bois gelé qui scille dans le poêle. Ce sont les cultivateurs du coin qui fournissent le bois, en échange d'une exemption de taxes. Nous sommes le 31 août 1938. À la suite des violents orages et des pluies diluviennes survenus au cours des derniers jours, tous les ponts sur le territoire de Sainte-Brigitte de Laval sont partiellement ou complètement détruits. Des ponts sont aussi emportés dans plusieurs régions, dont Port-Neuf, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et l'Ange-Gardien. Le conseil municipal a demandé l'aide du gouvernement provincial pour reconstruire les ponts plus solidement. Le ministre de la Colonisation, Henri Lemaître-Auger, est venu constater les dégâts dans le comté de Montmorency. Rappelons qu'il est tombé 3 pouces 3 quarts de pluie et que 4 morts sont survenus à la suite d'un éboulis sur 2 maisons à Saint-Grégoire de Montmorency. Dans le dernier épisode de cette série, l'électricité fait son apparition. L'autrice du livre, qui a été une source d'inspiration pour cette série, sœur Marie-Ursule, arrive au village et un grand homme politique anglais passe par Sainte-Brigitte de Laval. Cette série balado vous est présentée par Montelier, une eau pétillante québécoise fière de faire partie de l'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. Montelier, une source d'ici, naturellement équilibrée. Nous remercions également Jean-François Simard, député de Montmorency à l'Assemblée nationale, la ville de Sainte-Brigitte de Laval, le Club Lion de Sainte-Brigitte de Laval, Joël Godin, député de Port-Neuf, Jacques-Cartier. Ce balado est une production de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. Narration, Dorothée Berryman, Jacques Tremblay, Giscard Tremblay. Réalisation, Phonique.